Bonjour. Nous avons parlé récemment d'un monument que j'ai qualifié d'emblématique de Paris, qui était la Tour Eiffel, mais assurément il y en a un autre qui est tout aussi représentatif non seulement de Paris, mais aussi de la France, c'est la cathédrale Notre-Dame. En effet, ce monument a une réputation non seulement française, mais même mondiale, puisque c'est vraiment un fleuron du patrimoine culturel, a une influence bien au-delà de sa sphère religieuse, et on a pu s'en apercevoir avec l'émotion qu'a suscité l'incendie du 15 avril 2019 à travers tous les pays qui se sont à la fois émus et mobilisés maintenant pour sa sauvegarde. Notre-Dame est tout à fait en ce moment dans l'actualité, puisqu'il y a de nombreuses discussions, voire polémiques, normalement françaises, pour sa restauration. Donc je voulais vous montrer à travers une présentation un peu brève de sa longue histoire que sa vie a toujours été quand même assez mouvementée. Au IVe siècle, le roi franc Clovis se convertit au catholicisme. Il élève Paris comme sa capitale et il fait construire sur l'île de la Cité une première cathédrale qui s'appelle Saint-Étienne. On en retrouvera les vestiges lors de fouilles du XIXe siècle, à peu près sur l'emplacement actuel du parvis. La cathédrale actuelle, telle que nous la connaissons, débute en 1163. C'est l'évêque de l'époque, Maurice de Sully, qui en décide ainsi. Il y a déjà des cathédrales du même style qui sont en construction à Senlis, Laon, Sens, Noyon aussi. Et il va s'entourer des meilleurs architectes et maçons de l'époque pour entreprendre une construction qui, dès l'origine, est tout à fait exceptionnelle par ses dimensions. 127 mètres de long, 40 mètres de large, 33 mètres de hauteur. Jusqu'au milieu du XIIIe siècle, ce sera d'ailleurs le monument religieux le plus vaste en Occident. Euh, les, la construction va durer jusqu'en 1345 et donc au fil du temps les plans et les conceptions vont évoluer, notamment dans les années 1220-1230. Il y a des grosses évolutions dans les techniques architecturales et on veut faire entrer la lumière dans l'église, et en particulier grâce à l'art du vitrail. Donc tous ces monuments qui sont construits à cette époque-là, dès leur conception, sont considérés comme des chefs-d'œuvre et on les appelle alors œuvres françaises. Elles auront une influence en servant de modèle non seulement à d'autres constructions de cathédrales en France, mais aussi en Europe. On n'emploie pas du tout à cette époque le mot gothique. Aujourd'hui, on dit c'est du style gothique. Le mot gothique arrive beaucoup plus tardivement. Il date de la Renaissance. Et ce sont les Italiens qui utilisent cet adjectif gothico, c'est-à-dire l'art des Gaulois, mais sous une forme péjorative, parce que à cette époque-là, l'art gothique ou l'art médiéval est complètement tombé en désuétude. Les transformations les plus importantes de la cathédrale arriveront ensuite au XVIIIe siècle. Euh, Évidemment des transformations nécessaires, comme par exemple la réfection de la charpente, mais aussi la volonté de mettre la cathédrale au goût du jour, selon les critères de la modernité architecturale du baroque, évidemment. Et donc il y aura des transformations très importantes à l'intérieur. On va abattre le jubé, on va construire un nouveau maître-autel dans le style baroque. Le chœur va être entouré de grilles en fer forgé. On va recouvrir les piliers de plaques de marbre, par exemple.
En 1756, les chanoines de la cathédrale trouvent qu'elle est trop sombre. Et donc, ils vont faire badigeonner les murs et aussi faire enlever tous les vitraux du Moyen Âge afin de les remplacer par du verre blanc transparent et de donner plus de clarté. Heureusement, la destruction n'atteint pas les deux grandes rosaces de Notre-Dame. En 1789, la Révolution, abolition de la religion catholique et donc Notre-Dame, comme d'autres églises, devient un temple de la raison et en fait elle sert surtout à entreposer du vin. Donc vous imaginez combien elle peut être pillée et ravagée. C'est par exemple à cette époque que va être détruite la flèche. C'est aussi à ce moment-là qu'est enlevée toute la galerie des rois, qui se trouve sur la façade de la première balustrade. On retrouvera les têtes et des fragments de ces statues par hasard lors de travaux en 1977. Et tous ces fragments et têtes sont visibles maintenant au musée de Cluny. En 1801, le Concordat rétablit le culte catholique dans les églises, mais la cathédrale est vraiment très mal en point, à telle enseigne qu'en 1804, quand Napoléon veut se faire sacrer empereur dans Notre-Dame, on va être obligé un peu de maquiller la cathédrale pour lui donner une meilleure allure. Par exemple, devant le portail, on va dresser un plan en bois, en stuc, en carton pour maquiller un peu les choses. On va décorer avec des grandes tentures de velours ou de soie. On va badigeonner l'intérieur en blanc. Enfin bref, on essaye de faire un décor à la hauteur de l'événement. Et tant et si bien que en 1831, la ville de Paris envisage carrément la destruction de Notre-Dame, parce que c'est quand même un peu un champ de ruines dangereux. Mais 1830, c'est aussi la vogue du romantisme en France, mais aussi en Europe. Et donc, avec le romantisme, revient à la mode l'époque médiévale. On apprécie la chevalerie, tout ce qu'il peut y avoir un peu de mystérieux, de carnavalesque, je dirais presque de magique dans cette époque. C'est l'époque où Walter Scott écrit Ivanhoé. Et surtout, en France, en 1831, Victor Hugo publie Notre-Dame de Paris. Vous connaissez Esmeralda, Quasimodo, etc. Et donc, en quelque sorte, on peut dire que Victor Hugo va être le promoteur de la sauvegarde de Notre-Dame en mobilisant un peu la nation pour qu'on restaure Notre-Dame et qu'on ne l'abatte pas. Et c'est ce qui se passe en 1842, sont votés des budgets et des crédits pour la restauration du monument et évidemment est ouvert un appel d'offres. C'est Jean-Baptiste Lassus et Eugène Viollet-le-Duc qui emportent ce projet, mais ce sera surtout Viollet-le-Duc qui va le mener à bien parce que Lassus meurt très peu de temps après l'obtention de son projet. Donc les travaux vont consister en réparation, par exemple remplacer les pierres qui sont usées ou en mauvais état, mais ça va aller au-delà, parce qu'il y a beaucoup de restauration à faire, par exemple les portails, mais Viollet-le-Duc va aussi recréer toutes les statues qui manquent. Par exemple la galerie des rois, elle va être entièrement resculptée, et il va faire comme ça une centaine de sculptures pour parer un peu la façade. Alors c'est un peu à la manière dont lui, il voit le Moyen-Âge. Donc ça va être dans l'esprit médiéval, selon l'idée que s'en fait Viollet-le-Duc.
C'est une interprétation personnelle, en particulier lorsqu'il fait sculpter toutes ces chimères et ces gargouilles qui sont à les balustrades supérieures. Parfois, ça, c'est très critiqué, hein. On n'apprécie pas du tout ces nouveautés. Je vais peut-être faire une parenthèse parce qu'on parle souvent des gargouilles et des chimères pour faire une distinction entre les deux. Donc la chimère, c'est un être hybride, une créature qui possède les attributs de plusieurs animaux. La gargouille, c'est la même chose, sauf qu'en plus, elle a une vocation pratique parce qu'en fait, c'est la fin des gouttières, hein, par où s'égoutte l'eau de pluie. On pourrait faire tout un sujet d'ailleurs sur les chimères et les gargouilles de Notre-Dame. Viollet-le-Duc va faire toutes ces nouvelles sculptures pour que se dessine dans le ciel parisien, hein, une silhouette du Moyen-Âge. Il va faire aussi redresser la flèche, hein, laquelle flèche est tombée lors de l'incendie de 2019. Il va intervenir aussi dans la décoration intérieure. Dès le XIIe siècle, il y a un culte à Marie qui est rendu près du pilier sud-est de la cathédrale. Et là, il va ajouter à ce pilier une statue du XIVe siècle, hein, qu'il prend dans une autre église parisienne et qui maintenant est appelée communément Notre-Dame de Paris. C'est une drôle de statue où il y a une sorte de crispation dans la bouche. On ne sait pas si elle sourit ou si elle est triste, hein. C'est près de cette statue que Paul Claudel se serait converti lors des vêpres de Noël 1886. En tous les cas, même si l'œuvre de Viollet-le-Duc est critiquée, il faut dire quand même que c'était pas tout à fait n'importe quoi, hein. On admire beaucoup l'équilibre, hein, de Notre-Dame, hein, ce bel équilibre entre les lignes verticales et les lignes horizontales, mais on admire aussi la richesse de ces sculptures et de ces décorations. Et il faut dire quand même que c'est très difficile de faire la distinction entre les statues originelles et celles qui ont été ajoutées au XIXe siècle lors de cette restauration. La création de la commission des monuments historiques par Mérimée date de 1837 pour la sauvegarde, hein, des monuments historiques. La ville de Paris inscrit donc Notre-Dame dans cette liste. La loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905 confirme que Notre-Dame est la propriété de l'État, et donc c'est l'État qui va continuer de l'entretenir, de la restaurer au fil des siècles, et maintenant encore. Et en 1991, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc Notre-Dame de Paris est assurément un édifice fondamental dans l'histoire de l'architecture gothique, mais aussi dans l'histoire de France tout court, parce que de très nombreux événements s'y sont déroulés. Saint-Louis, de retour de croisade, y dépose par exemple en 1239 les reliques de la Passion du Christ. C'est là qu'a lieu en 1572 le mariage de Henri IV avec Marguerite de Valois. On a parlé du sacre de Napoléon, et il fait baptiser son fils, le roi de Rome, aussi en 1811. Napoléon III et Eugénie de Montiro s'y marient en 1853. Lors de la libération de Paris en 1944, le 26 août, est célébré un Te Deum dans Notre-Dame, et c'est là aussi plus récemment qu'auront lieu les messes de funérailles des présidents de la République, Charles de Gaulle, Georges Pompidou ou François Mitterrand. Donc vous voyez que l'histoire de Notre-Dame n'a pas été un long fleuve tranquille, mais ça nous prouve aussi, quelles que soient les difficultés qu'elle a rencontrées, elle les a toujours surmontées, et ça nous donne confiance dans la restauration qui va avoir lieu et qui nous permettra de continuer de l'admirer. Au revoir.